Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Six Sigma et le Big Data. Alors je me présente, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'Ixel Group et aujourd'hui la session sera animée par un de nos consultants, Jean-Louis Théron. Alors, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session via le module de chat qui se situe en bas à droite de votre écran et nous garderons 15 minutes à la fin pour y répondre. Concernant les slides, ils vous seront envoyés dans la journée et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet d'ici quelques jours. Alors en introduction, je vais vous présenter brièvement la société Ixel Group. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes, ainsi qu'une filiale en Suisse depuis 2014. Alors, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Louis Théron et je vous retrouve en fin de session pour les questions. Je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Voilà, merci Camille pour cette introduction. Nous allons aborder le sujet du Six Sigma, le sujet du Big Data et également le sujet de la modélisation prédictive. Donc le Six Sigma et le Big Data, nous allons l'aborder avec la même grille d'analyse et les points que vous voyez affichés à l'écran. Et puis on tracera les contours de ce que peut être la modélisation prédictive, donc le calcul de modèles mathématiques dans le but de prévoir des situations probable, donc ça paraît très ambitieux, mais on va voir ce qu'il en est. Alors, le Six Sigma. Le Six Sigma date, chacun le sait, de Motorola en 1979 avec des constats. Et il faut savoir qu'à l'époque, comme vous le voyez sur le tableau qui est au milieu de l'écran, la Very Large Scale Integration était en train d'apparaître. Et donc, on se retrouve avec des composants extrêmement nombreux par produit. Et donc, l'impact d'un petit nombre de défauts sur un produit est d'autant plus important. Et donc, impératif de distinguer le comptage des défauts du comptage des défectueux. Donc c'est pour ça on commence à parler de DPMO, défauts par million d'opportunités. Mais en fait, plus globalement que ces aspects techniques, Motorola lance un plan stratégique en 4 points sur les thèmes indiqués ici, compétitivité, management, amélioration et formation, et un Motorola Manufacturing Institute qui existe, mais pas encore vraiment de quoi avoir un métrique commun, et c'est là que le Six Sigma, sous l'impulsion de Bill Smith et de Michael Harry, se développe. Alors, quelles sont les raisons du succès du Six Sigma? Pourquoi est-ce que cette méthodologie, finalement, est devenue mondialement connue et a acquis ses lettres de noblesse? Deux catégories de raisons méthodologiques et des raisons dites d'organisation. Première raison méthodologique, une approche scientifique qui consiste à poser une situation, effectuer un raisonnement déductif et ensuite venir à la solution. En fait, on contourne le problème par le passage via les statistiques. Vous voyez qu'on passe de la phase définir à la phase mesurer, à la phase analyser, de manière à contourner ce problème et revenir ensuite dans le monde réel avec la solution pratique. DMAIC, c'est le sigle qui caractérise la méthodologie Six Sigma. Deuxième raison, le fait qu'il s'agisse d'une conduite de projet efficace. Le fait d'avoir des outils, des revues, une discipline d'emploi de ces différents outils assure un déroulement de projet qui soit bien maîtrisé. Et puis une troisième raison, je pense qu'elle est très importante aussi, c'est une raison d'organisation humaine. C'est-à-dire qu'en fait, Michael Harry et Bill Smith et les autres qui ont contribué à la définition de cette méthodologie ont défini non seulement le rôle des différents belts, les ceintures, mais aussi des rôles managériaux, périphériques, sponsor, champion, master black belt. Alors, une chose importante qui est le principe que j'ai appelé le principe moteur du Six Sigma, c'est parti d'un principe identifié par un japonais qui s'appelle Genichi Taguchi, qui est ce principe-là avec ce qu'on appelle la fonction coût de Taguchi, qui consiste à dire qu'il y a beaucoup de coûts de non-qualité dans une entreprise, que ces coûts de non-qualité, une partie sont visibles, et c'est ceux qu'on voit au sommet ici
de l'iceberg des pertes, mais une grande partie sont cachées. C'est pour ça que l'image de l'iceberg est employée. Et vous en avez quelques libellés qui sont indiqués à l'écran pour nous indiquer ce qu'on appelle les coûts traditionnels de la non-qualité ou les coûts additionnels de la non-qualité, alors qui sont difficiles ou impossibles à mesurer, mais pas moins réels pour autant. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire d'où viennent ces coûts de non-qualité. Et Taguchi a énoncé quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a dit, au lieu de raisonner selon un intervalle de tolérance, vous voyez ici un intervalle de tolérance avec des paquets qui devraient être aux alentours de 200 grammes, et puis on a une variation possible autour de 200 grammes avec un intervalle de tolérance. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'être dans l'intervalle de tolérance, sachant que où qu'on soit, on va être en vert, hein, c'est la petite boule qui est indiquée ici, même si on est proche du bord de l'intervalle de tolérance, eh bien, on est en vert, et bien non, ça va être l'écart à la cible. Alors, ça veut dire quoi l'écart à la cible? Vous voyez que par exemple, si on était sur un produit alimentaire vendu au niveau donc des circuits commerciaux, on aurait sur la gauche, si on a une quantité trop faible, des réclamations clients, voire pourquoi pas la répression des fraudes qui dirait vous vendez, c'est du vol, vous ne vendez pas la matière promise. Donc il y a des lois, il y a des contraintes, et donc il y aurait un coût élevé à gérer ces réclamations et à gérer ces problèmes de fraude. Et à l'inverse, de l'autre côté, eh bien, si j'ai des quantités plus importantes que la quantité nominale prescrite, eh bien, je vais me retrouver avec finalement de la matière que j'offre gratuitement à mes consommateurs. Et vous voyez que s'il y a plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents, ça peut vite chiffrer. Alors, comment s'effectue le recueil de données en Six Sigma? Le recueil de données est important, et je dirais que ce qui caractérise pour moi le recueil de données dans le Six Sigma, c'est la nécessité de ne pas faire de présuppositions sur la qualité des données. On veut s'assurer de la qualité des données. Et pour ça, on va qualifier le processus de mesure, même s'il est supposé l'être déjà, même si l'entreprise, l'équipe projet nous dit oui, mais là, il y a un processus, il y a une métrologie, tout a été calé. Il y a une phase entière du DMAIC qui est la phase mesurée, qui est dédiée à la collecte des données. Et on va rechercher les biais possibles, les biais techniques, les biais humains, qui peuvent affecter la qualité de ces données-là. Et dans certains cas de figure, on va même employer des outils spécifiques qui sont les outils du Measurement System Analysis, qui a été défini par un consortium de 3 constructeurs automobiles implantés aux États-Unis. Et donc les études bien connues, qu'on appelle répétabilité et reproductibilité, bien connues dans le domaine de la métrologie et du Six Sigma. Et puis également l'analyse de concordance pour ce qui concerne les données discrètes, donc lorsqu'il s'agit de savoir si on concorde à avoir un défaut ou un non-défaut. Alors, analyse de données, qu'est-ce qui caractérise le Six Sigma? Je dirais que notre pratique d'accompagner des projets, de nombreux projets en Green Belt, Black Belt, puisque on est amené à faire ça, c'est notre métier tous les jours, eh bien c'est que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Et on peut avoir des outils, de nombreux outils, faire de nombreux constats, mais il faut avoir une démarche qui soit rigoureuse et en même temps efficace. Rigoureuse parce qu'on veut tirer les bonnes conclusions, on ne veut pas se tromper, et puis efficace parce qu'on veut obtenir un résultat utilisable et pas seulement accroître la connaissance sur le processus. Donc l'abondance et la facilité d'emploi de tous ces outils statistiques peut être un piège. Alors, les atouts de l'approche, c'est que cette approche, c'est effectivement une approche scientifique, puisqu'on se fonde sur des faits et plus seulement sur des opinions. Et puis également une approche de modélisation mathématique. Vous voyez ici un petit schéma qui vous figure ici un processus. Donc ce processus-là a des entrées, il a des sorties. On considère que tout au long du processus, il y a des facteurs influents, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on aura un pouvoir d'action. Et on va avoir une équation ici tout en bas de modélisation qui consiste à dire que les sorties dépendent des entrées, d'une fonction des entrées et des facteurs influents, et puis qu'il y a également ce qu'on appelle en statistique le résidu, c'est-à-dire une part de variation non expliquée par le modèle. Donc on corrèle cette variation des sorties, la variation des entrées. Je vous fais remarquer une chose, c'est que on voit le processus du coup comme une boîte noire, parce qu'à l'exception de ces fameux facteurs influents qu'on a identifiés, le reste de la complexité, on la masque. Moi, je viens du monde du logiciel en formation initiale, et on parlait de l'approche boîte transparente et l'approche boîte noire pour distinguer des tests qui tiendraient compte de la structure d'un logiciel ou pas.
Eh bien, on retrouve ici un petit peu cette analogie-là en disant on est dans un raisonnement boîte noire où finalement on modélise, et qui dit modéliser dit simplifier. Donc, pragmatisme, efficacité, General Electric qui emboîte le pas à Motorola sur l'approche Six Sigma, annonce jusqu'à 3 milliards de dollars de gains, et ça attire l'attention, ça fait réfléchir, et tout le monde se dit, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, quelles sont les précautions qu'on peut tirer, nous, d'années et d'années de pratique de cette méthodologie? D'abord, c'est important de réunir une équipe pluridisciplinaire avec des gens qui sont représentatifs des actions effectuées dans le processus. Il ne s'agit pas de faire des comités de pilotage, il s'agit de réunir les acteurs du processus. Bien suivre le cycle d'MAIC. C'est efficace sur un processus qui est déjà standardisé. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de masquer finalement les variations fines qu'on cherche à trouver par des variations plus importantes qu'il aurait fallu éliminer d'abord, et en général éliminer grâce à une standardisation du processus. Et puis, le Six Sigma s'appuie intégralement sur la modélisation par le jeu de données, donc il faut bien choisir les variables et il faut bien les mesurer. Vous voyez qu'on ne pourra pas aller plus haut que la qualité des données qu'on emploie. Autre chose importante à bien avoir en tête, corrélation n'est pas causalité, seul l'être humain et pas la machine connaît les relations de cause à effet dans le monde réel. Donc on a besoin de l'être humain, on en a absolument besoin, et à dire d'experts, il faut pouvoir interpréter correctement les constats qu'on fait, et on va aller sur le terrain, on va notamment faire ce qu'on appelle, alors c'est un acronyme à la fois anglais et japonais, le Gemba Walk, donc on va aller marcher sur le terrain, c'est un des concepts issus du Lean, et on va aller le faire pour aller voir comment est-ce que le processus fonctionne et recueillir tout un tas de données qualitatives qui vont nous servir à bien interpréter les données quantitatives et les constats qu'on fait. Alors, quelles sont les limites de cette approche Six Sigma? Bien, on ne trouve pas toujours, les mauvais angles disent pas souvent, de modèles statistiques satisfaisants. Pourquoi? Parce que tout le monde voudrait effectivement avoir un modèle avec ce qu'on appelle le R carré, hein, c'est un des indicateurs des modèles. On aimerait avoir des R carrés qui frisent les 100%, qui soient assez proches, qui soient assez élevés. Dans certains cas de figure, c'est pas impossible, mais souvent on a des indicateurs qui vont être insuffisants pour pouvoir avoir une solution pratique qui soit vraiment utile dans le domaine pratique. Alors ça signifie qu'on va pouvoir agir sur une partie seulement de la variation des sorties. Alors ça ne veut pas dire que tout est perdu, mais ça veut dire que de fait, on n'est pas toujours complètement satisfait du modèle. Alors, on peut avoir des intervalles de confiance qui soient trop larges, et donc ce que je traduis ici en disant il y a trop d'incertitudes du fait de différents facteurs. Il peut y avoir des tailles d'échantillons insuffisantes, on va voir un exemple juste après. Il peut y avoir le bruit de la mesure. Et puis, du coup, il y a des effets qui peuvent être non détectés du fait de l'incertitude. Prenons un exemple avec 2 lignes d'embouteillage. Vous avez ici 2 lignes d'embouteillage, on cherche à remplir des bouteilles. Alors, on va imaginer que c'est du vin, peut-être, parce qu'il y a 75 centilitres. Donc, vous voyez que dans le cas de gauche, hein, sur la partie gauche de votre écran, vous avez 2 histogrammes de distribution, et vous avez en rouge, là, cette espèce de petit avion là qui est en haut, dessiné, c'est l'intervalle de confiance. C'est-à-dire, c'est la confiance qu'on a que la moyenne des embouteillages 1 et 2 sont situés à cette valeur-là. Donc la valeur, elle est calculée, elle est mathématique. Et elle est ici. Sauf que on voit que dans le cas de l'embouteillage 1 et l'embouteillage 2, quand on regarde la façon dont ces intervalles de confiance sont situés, vous voyez qu'ils se recouvrent largement, puisqu'on a la même échelle en bas. Et en fait, il va se passer que quand on va faire un test statistique sur la base de ces données, on ne va pas être en mesure de détecter la différence entre 75 et 75,1 centilitres. C'est-à-dire que la ligne d'embouteillage numéro 2 met plus de vin dans les bouteilles, mais on n'est pas capable de le voir. Alors vous allez dire comment ça se fait? Pourtant, il y a une différence, c'est bien 75 et 75,1, oui. Arithmétiquement, c'est ce que je répète souvent dans les formations, arithmétiquement, mathématiquement, oui, mais statistiquement, non. Parce que je n'ai pas une évidence suffisante qu'il y ait une différence. Si par contre, sur les mêmes lignes d'embouteillage, je recueille cette fois-ci 200 valeurs, et que j'ai une moyenne de l'embouteillage 1 qui est effectivement située à 75 centilitres, parce que ma ligne est bien réglée sur la valeur que je veux atteindre, et que
sur la ligne d'embouteillage numéro 2, je vois une moyenne qui est, elle, à 75,1, donc avec un léger décalage, c'est-à-dire un léger surcoût. Si je reprends le principe de Taguchi de tout à l'heure, ça veut dire un petit surcoût, une matière, chaque fois 0,1 centilitre, mais enfin bon, c'est presque 1%, hein, qui va être donné finalement au client. Alors le client va apprécier, mais le comptable peut-être un peu moins. Donc voilà, limite de l'approche, de temps en temps, on ne trouve pas, de temps en temps, on n'a pas un modèle qui permette de conclure. Alors, bien sûr qu'on se dit, il suffit d'avoir 200 valeurs, il suffit mais malheureusement, je suis bien placé pour savoir et voir de nombreux projets dans lesquels les quantités de données ne sont pas suffisantes pour arriver à tirer des conclusions à l'échelle où on voudrait pouvoir le faire. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie qui consiste à faire la même analyse selon les mêmes points que vous avez vus pour le Six Sigma, de manière à ce que nous ayons des éléments de comparaison de ces deux approches, Six Sigma et Big Data. Donc, pour le Big Data. Alors, le Big Data trouve son origine dans une expansion énorme du volume de données stockées. Donc, les données numériques créées dans le monde passent de 1,2 zétaoctets par an à 1,8 zétaoctets. Alors le zétaoctet, il faut s'habituer. Hein. Le zétaoctet, on l'a tout en bas dans le tableau à droite. Vous voyez, c'est 10 puissance 21. 10 puissance 21, ça fait beaucoup. Hein. Un nombre avec 21 zéros, ça fait beaucoup. Donc à titre d'exemple, Twitter générait, il s'agit de chiffres de 2013, 7 téraoctets de données par jour. Facebook, 10 téraoctets. Et ensuite, Facebook aussi génère des milliers, 4000 téraoctets de data par jour. On l'a vu aussi, je dirais, dans notre vie quotidienne, les capacités de stockage croissent exponentiellement. J'ai connu des supports de stockage, je suis assez âgé pour connaître des supports de stockage qui étaient au kilooctet ou au mégaoctet. Les mégaoctets, c'était des choses qui étaient impressionnantes déjà, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, gigaoctet, ça fait sourciller personne, téraoctet, tout le monde y pense, on a des disques avec des téraoctets, et c'est pas fini. Ça va continuer selon ces courbes que vous voyez là. Et du coup, se génère derrière aussi un véritable écosystème économique qui implique d'ores et déjà les plus gros joueurs du secteur des technologies de l'information. Ça, c'est rien de le dire. Vous savez qu'on entend parler tous les jours du rôle prépondérant de ces GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont devenus les acteurs de l'économie, je dirais presque à la barbe de l'économie, on pourrait dire, physique des produits manufacturés. Cette économie des données est devenue quelque chose de prépondérant. Alors, quelles sont les raisons du succès du Big Data ? Bien, le Big Data trouve son succès, pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une mode et de possibilités offertes quelque part dans un domaine, dans une niche particulière de l'économie. Une application possible à de très nombreux domaines. Donc, Wikipédia propose une liste que vous voyez ici, que j'ai reproduite, sur différents domaines dans lesquels le Big Data peut apporter une contribution importante, donc une contribution remarquable à comprendre, avancer en termes de connaissances, en termes d'investigation, en termes de compréhension grâce aux données disponibles. Les données, elles proviennent d'où ? Elles proviennent de toutes les données personnelles qu'on indique à Internet, à chaque opération qu'on est amené à pratiquer dans les sites Internet quels qu'ils soient. Elles proviennent également de l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets, c'est, vous le savez, tous ces objets connectés qui vont pouvoir renvoyer de la donnée. Ce qui est séduisant, c'est le fait qu'on n'a pas de système de mesure complexe, puisqu'on se dit, voilà, on s'affranchit, on a toutes ces données qui sont disponibles, il suffit de s'en servir. On va revenir là-dessus, mais il suffit de s'en servir. Et puis, du coup, on a un coût d'acquisition des données qui est relativement faible. Alors, relativement, mais enfin, malgré tout, on peut se dire que ces données ont été saisies pour un certain fonctionnement opérationnel de l'économie numérique, donc étant disponibles, on va pouvoir les utiliser. Alors, j'ai appelé principe moteur 3 conditions qui sont réunies pour faciliter l'exploitation des données, parce que sans ça, il n'y aurait pas de big data. Premièrement, les données sont nombreuses et elles ont été collectées de manière automatique. Vous voyez bien que les deux vont de pair, c'est-à-dire si on avait uniquement des données qui étaient collectées à la main, on serait vite réduit par la vitesse d'acquisition,
le coût que représenterait cette saisie de données, le nombre d'erreurs générées. Ensuite, des données qui sont disponibles en ligne, parce que à quoi sert-il d'avoir des données nombreuses si elles sont réparties et atomisées? Alors, ça fait partie d'ailleurs des chantiers parfois dans l'analyse de données au sein d'une entreprise, d'être capable de regrouper des données qui proviennent d'éléments différents du système d'information pour qu'elles puissent être toutes disponibles et agrégées de façon à pouvoir ensuite faire tourner des moteurs de recherche, et donc des moteurs de recherche puissants. C'est aussi ce qui caractérise le big data, parce que vous voyez bien que plus vous avez de données, plus vous avez de difficultés à les aborder, à les traiter, si vous n'avez pas des moteurs de recherche qui soient puissants. Alors, les méthodes d'agrégation à partir de bases de données existantes, c'est un point important, je l'ai dit déjà, mais je reviens là-dessus, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement du big data, ça fait partie intégrante. Il y a également ces outils puissants d'analyse. Alors, je donne un exemple qui est bien connu, l'exemple de Google Analytics, qui est un service gratuit d'analyse d'audience d'un site ou d'application qui est utilisé par 10 millions de sites, plus de 80% du marché mondial. Donc vous avez ici un exemple, en bas à droite, à l'écran, vous voyez des analytics, c'est-à-dire des résultats de ces analyses. Et cette facilité d'analyser des données à partir de ces outils-là, qui sont extrêmement disponibles, eh bien, amène aussi, et ça caractérise le big data en ce qui concerne ces étapes de recueil et d'analyse de données, amène à des métiers nouveaux. On voit fleurir les termes de data scientist, de chief data officer. Donc, il y a un métier lié aux données aujourd'hui. C'est un métier nouveau, certes, mais c'est un métier qui existe et qui a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse. C'est pas du tout quelque chose de confidentiel, de marginal. C'est pas non plus quelque chose qui est cantonné au rôle de l'informaticien. Vous savez, dans le passé, on avait, dans les décennies passées, l'informaticien qui gérait le système d'information. Il gérait à la fois le contenant et parfois aussi un peu le contenu. Et maintenant, on a, en termes de contenu, ces métiers nouveaux qui apparaissent. Alors, on a aussi, en recueil et en analyse de données, des outils puissants. Alors, il y a différents outils, notamment de reporting. Par exemple, j'ai mentionné ici, avec cet écran, l'exemple de Crystal Reports, développé par SAP. Donc, des outils qui permettent rapidement, avec une base de données, je dirais, sans surcouche logicielle, on n'a pas fait de développement particulier, mais à l'aide d'un outil comme celui-là, pour autant qu'on le paramètre correctement, on va aller pouvoir extraire, visualiser, mettre en évidence, faire parler les données, faire aussi parler les gens autour des données, c'est-à-dire faire délier les langues autour de l'interprétation de ces données. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas rêvé de faire si on n'avait pas un outil puissant. On n'aurait pas forcément mené des semaines ou des mois de travail avec développement logiciel à la clé pour obtenir ce qu'aujourd'hui, en quelques clics, on est capable d'avoir. Donc du coup, ça offre une possibilité d'aide à la décision qui est très importante. Et puis, on a aussi la possibilité, avec des outils statistiques, de rechercher des relations entre les données. Et par rapport au Six Sigma, peut-être ce qui peut faire une différence, c'est qu'on ne va pas forcément distinguer entrée, facteur influent et sortie, comme on l'avait fait dans le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, mais on va utiliser des outils de modélisation prédictive, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez ici un exemple qui est une analyse en composante principale, dans laquelle on a des données de démographie, donc liées au logement, c'est-à-dire quelle est la valeur moyenne du domicile, quel est le nombre d'enfants, quelle est la population, quels sont les niveaux d'études, etc. Et on peut faire une analyse sur la base de données, donc c'est issu d'un recensement, et on voit ici une analyse selon deux composantes qui sont la première et la deuxième composante, donc qu'on appelle les composantes principales. Donc c'est une analyse qui permet de faire une modélisation. Alors, modélisation prédictive de certaines choses. Après, on verra qu'il va falloir utiliser une discipline d'analyse des données pour que ça puisse être quelque chose qui donne un pouvoir d'action sur certaines choses. Mais en tout cas, ça éclaire les relations entre les données à l'intérieur de vastes ensembles de données qu'on a soumis à cette analyse. Alors, voyons maintenant les atouts de cette approche. Pourquoi est-ce que cette approche, finalement, elle a passé l'effet de mode et qu'elle est si importante? Parce que les intérêts économiques sont gigantesques.
hein. Donc on peut d'une part mondialiser, c'est-à-dire globaliser, disent les anglo-saxons, la taille des marchés, mais il ne s'agit pas d'une massification qui amène à avoir des Ford T noirs pour toute la planète, hein, comme le disait sur une phrase célèbre Henry Ford. Non, il s'agit aussi, et c'est l'aspect paradoxal, d'une personnalisation possible. On peut arriver jusqu'à configurer une publicité pour un prospect, c'est-à-dire qu'on peut diffuser un produit mondial, mais faire que quand quelqu'un passe à côté d'un panneau publicitaire ou va sur un site, ce qui revient au même, sur un site internet favori, avoir dans la page publicité des choses qui sont pertinentes pour lui, en fonction de son contexte. Donc vous voyez qu'il y a une personnalisation énorme liée à l'individu. Deuxième chose, qui est un atout, la réponse à cette accélération des temps de mise sur le marché, puisque de plus en plus le time to market des produits, manufacturés ou non d'ailleurs, se rétrécit. Et donc il faut très rapidement pouvoir analyser les premières données liées à un lancement de nouveaux produits ou services pour pouvoir réagir et corriger le tir si c'est possible. Donc le big data sert à cela, sert à recueillir des données d'enquête, de perception et à les analyser très vite. Ensuite, troisième atout, un accès direct aux données du prospect, du client, de l'usager. Pourquoi ? Parce que on n'a pas de limite sur le terminal. Aujourd'hui, on peut accéder à des données venant d'un PC, d'une tablette, d'un smartphone et tout autre moyen de saisie, mais en tout cas, au moins ceux-là qui sont notre quotidien. On peut également constater qu'on n'a pas de limite de débit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur un smartphone, on est capable d'accéder à des données, et donc qui dit accéder à des données dit qu'on peut aussi capturer des images, capturer des vidéos, et donc derrière, si on a des moyens de les analyser, on est capable de démultiplier la saisie de données très très largement à l'aide de ces moyens. Et puis bon, simplification de la vie quotidienne du fait de l'agrégation possible de données très nombreuses. Alors, on connaît tous des exemples, j'ai cité ici Waze hein, pour le trafic en temps réel, qui permettent de faire une fonction de guidage, Blablacar aussi pour pouvoir trouver quelqu'un et partager un voyage. Alors, pour Waze, juste un petit clin d'œil, un petit trait d'humour, mais il y a aussi des biais. Alors les biais, c'est parfois des biais dans l'introduction des données. Par exemple, il y avait des gens pour Waze qui étaient dans une rue et la rue était très encombrée. Ils en avaient un petit peu assez qu'il y ait beaucoup de monde le matin au moment où ils partaient au travail. Donc ils se sont tous mis d'accord et le matin, ils envoient un signal à Waze pour déclarer qu'il y a un bouchon dans la rue. Donc que fait Waze ? Waze reconfigure les algorithmes et évite à beaucoup de monde de passer dans la rue. Donc les gens de la rue partent tranquillement dans une rue qui est moins encombrée que d'habitude. Donc vous voyez que le big data n'a pas fini de nous étonner, y compris par ses effets insoupçonnés, on va dire. Alors, quelques précautions. Quelques précautions quand même, parce que si vous voulez, c'est beau, mais je ne veux pas dire que c'est trop beau, mais il faut quand même faire attention. Alors, d'abord, ne pas corréler tout avec n'importe quoi. Il y a un site intéressant qui s'appelle Spurious Correlation. Spurious, c'est un terme anglais qui veut dire fausse. Hein. Donc, fausse corrélation. Et quand vous allez sur Internet trouver ce site, vous allez trouver qu'on peut connecter n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut, avec, disons, une quinzaine de paires de données, on peut connecter un X et un Y et trouver une corrélation. Donc, attention, corrélation n'est pas causalité. Il peut y avoir une variable tierce. Hein. Bon, exemple connu, simple. Est-ce que les coups de soleil entraînent la consommation de crème glacée ? Peut-être une ou deux, mais pas plus que ça. Est-ce que les crèmes glacées entraînent des coups de soleil ? Jusqu'à présent, on n'a pas démontré. Pourtant, les deux sont étroitement corrélés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une variable tierce. Et la variable tierce, c'est un ensoleillement intense qui produit à la fois des coups de soleil et des consommations de crème glacée. Donc, il faut que je connaisse la nature des données que je manipule. Il faut que j'ai une relation avec la réalité pour être capable derrière de faire la part des choses et de savoir où est-ce qu'il y a une vraie relation de cause à effet. D'ailleurs, on peut avoir une relation inversée de cause à effet avec exactement le même coefficient de corrélation. Donc, si on se trompe en inversant la cause et l'effet, ce n'est pas le logiciel d'analyse qui va nous le dire. Autre chose, s'assurer de la qualité des données. Parce que c'est pas parce qu'elles sont toutes collectées et de manière automatique qu'on est affranchi des biais. Il y a quand même encore un grand nombre de données qui sont déclaratives, les données que l'utilisateur introduit lui-même sur lui-même qui vont être
qui peuvent être sujettes à caution. Ensuite, éviter que Big Data ne devienne Bug Data. Hein. Bug Data, alors, c'est quoi Bug Data? C'est... alors, je reviens sur la diapo. Excusez-moi, j'avais cliqué sur le lien malencontreusement piloté org Business Intelligence, et donc vous pouvez aller voir l'article d'où sont tirées ces recommandations. Disposer de suffisamment de données, mettre en œuvre une infrastructure logicielle à la pointe au top, une direction complaisante qui ferme les yeux sur la colonne dépenses, c'est mieux, s'assurer de ne pas regarder que son nombril et s'offrir les meilleurs experts. Voilà, donc vous voyez qu'on revient au ras du sol avec des conseils pour que Big Data donc, ne devienne pas Bug Data. Alors, est-ce qu'il y a des limites sur l'approche Big Data? Je ne fais pas partie des gens qui sont des technophiles BA. J'apprécie la technologie, je trouve qu'elle nous a facilité la vie, elle apporte un plus incontestable. Et elle est utile dans beaucoup de domaines, mais il y a un certain nombre de limites quand même qu'il est bon de connaître, et je crois que c'est notre responsabilité en tant que praticien de ces domaines d'être attentif. Alors, il y a des menaces potentielles sur la vie privée, hein, les risques de perte de vie privée, de perte d'intimité, de totalitarisme aussi, ça pourrait déboucher sur, au niveau politique, des tentations de se servir de cette analyse de données pour ça. Des risques aussi, alors peut-être moins, je ne sais pas si on peut dire moins menaçant, mais en apparence moins menaçant, c'est quand même les risques de décision à notre insu sans notre plein gré. C'est-à-dire si aujourd'hui on est allé analyser mon trafic Internet et qu'on s'est rendu compte, par exemple, que j'étais allé consulter des sites sur, allez, je peux prendre un exemple, la maladie de Parkinson, on ne peut pas savoir si je suis allé le voir pour moi parce que je crains de l'avoir, ou si je suis allé le voir pour mon oncle qui a la maladie de Parkinson et qui est trop âgé pour et pas d'une génération qui va aller consulter Internet. Donc, si on tire des conclusions derrière et que le jour où je veux emprunter de l'argent, je ne trouve pas sur Internet de prêt avec un taux intéressant, peut-être que déjà des algorithmes, vous voyez, auront filtré en disant, mais celui-là, de toute façon, il y a un risque santé, etc. Et donc, on aura, sans aucun dialogue et possibilité de m'expliquer de mon côté, pris des décisions qui me concernent à partir d'une analyse de mes données. Ensuite, il y a de nombreuses données qui sont purement déclaratives, je le disais, mais j'y reviens, et qui peuvent comporter des risques de falsification volontaire par l'usager. Bon, on a tous été amenés à employer plusieurs adresses mail de manière à éviter que le junk mail nous arrive sur les adresses principales qu'on veut employer. Les habitudes de consommation, on peut, sur les habitudes de consommation, faire fausse route aussi, parce que, certes, on est allé surfer sur certains sites, regarder certains produits et services, mais qu'est-ce que ça prouve? Au fond, ça peut prouver certaines choses, mais pas toujours. Autre aspect qui va limiter l'approche et qui, à mon avis, va la limiter même au niveau du modèle économique, c'est que les données d'utilisateurs sont gratuites jusqu'à ce qu'ils les monnaient. Et de plus en plus, des gens disent « Oui, mais monnayez vos données ». J'ai lu des livres d'ailleurs à ce sujet-là, dans lesquels certains sociologues, essayistes réfléchissent en disant « Mais pourquoi livrer gratuitement et autoriser une économie extrêmement florissante sur la base de données que finalement on pourrait monnayer en contrepartie de services ?» Donc l'utilisateur ne va pas se laisser extorquer des données gratuitement de manière éternelle. Et puis, bon, une relation client-fournisseur qui peut être à la limite, il y a des limites à la transparence parce que quelque part, il y a toujours un rapport de force. Alors, on va parler de la modélisation prédictive et on va voir, on va avancer, on va conclure sur le sujet. Tout d'abord, première chose, identifier le besoin. Donc là, je vais prendre différentes étapes de modélisation prédictive pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire lorsque les modèles obtenus par les statistiques d'inférence classiques donnent des résultats insuffisants. J'ai pris un exemple d'un process, c'est un process avec un jeu de données réel que j'ai employé. Donc c'est un processus d'impression industrielle, donc on a un certain nombre de données, vous voyez, qui sont ici à gauche, et qui peuvent influencer la consommation totale d'encre dans les 4 couleurs de quadrichromie classiques qui sont indiquées ici, C, K, M et Y, en milligrammes par millimètre carré.
quelle est la situation dans cette entreprise, une hausse inexpliquée de la consommation d'encre. Et quand on cherche les modèles classiques avec logiciel Minitab, d'analyse statistique, on trouve un R carré total obtenu à peine supérieur à 50%. Des intervalles de confiance et de prédiction très larges, et des résidus non normaux, c'est-à-dire qu'on a des effets non trouvés par le modèle. On sait que le modèle est insuffisant, on le sait déjà avec le 50%, mais on sait que se cache un certain nombre d'effets qu'on n'a pas trouvés. Le problème, c'est qu'avec ça, on patine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà un exemple. On réduit le nombre des facteurs. Donc, on a utilisé ici le logiciel SPM de Minitab. On a construit un arbre en minimisant à la fois le nombre de nœuds et l'erreur relative. Donc, il y a des moyens d'optimiser cet arbre de manière à faire apparaître un certain nombre de nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est que les nœuds de cet arbre? En fait, on découpe l'espace d'inférence. L'espace d'inférence, c'est l'espace de variation des différents X, des différents facteurs potentiellement influents. On les a vus tout à l'heure, ils étaient listés. Et on va limiter cet espace-là, enfin, on va le découper en sous-groupes, et chaque nœud correspond à des situations qui ont une proximité avec des calculs de distance, donc calculs assez élaborés de distance, qui permettent d'établir les branches de l'arbre, donc avec des différentes situations qu'on va voir. Alors voilà un exemple ici de variable discriminante. Donc vous voyez un arbre construit avec SPM. Donc vous voyez apparaître les références clients par exemple, et on peut se rendre compte que ce qui est important, il y a des clients chez qui on consomme plus d'encre que d'autres. Ça c'était une des questions parce qu'on n'arrivait pas bien à le mettre en évidence avec le modèle classique. Et vous avez ici à droite sur le schéma un certain nombre d'informations relatives à ce nœud, donc le nœud numéro 63 dans cet arbre, eh bien, il correspond aux clients qui sont listés là. Et on connaît l'écart type, on connaît la moyenne, on connaît un certain nombre de paramètres, aussi le nombre de données qui correspondent à ce nœud. Donc vous voyez qu'on caractérise finalement un nœud qui correspond à une certaine consommation, on va dire, assez homogène. Pour ces clients-là, on a une consommation assez homogène de l'encre. Donc ça peut permettre, par exemple, vous voyez, une fois qu'on a identifié ces clients-là, ça peut permettre de cibler une campagne commerciale auprès d'eux, alors dire, écoutez, ben voilà, vous avez une consommation d'encre qui nous amène à réviser nos tarifs. Ceci dit, sachez que nous avons aussi des forfaits moins chers sur tel et tel domaine. Et vers l'inverse, on peut aussi dire, on peut vous faire bénéficier, de par l'analyse de votre consommation d'encre, ça peut être l'inverse, donc d'une réduction et d'un prix plus ajusté. Donc vous voyez que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes, et ça c'est une possibilité qui est offerte parce qu'on a pu accéder au fait que tous ces clients-là avaient quelque chose d'homogène là, avec une moyenne à 1780. Alors quel est l'apport de ce type d'analyse? On est en mesure de créer cet arbre fondé sur les variables discriminantes, les facteurs influents, leur valeur seuil. Pour chaque nœud intermédiaire au terminal, on peut connaître les paramètres statistiques, vous les avez vus. Ça peut permettre d'aller plus loin qu'un modèle ANOVA ou de régression classique tels que ceux qu'on établit avec des logiciels statistiques ordinaires. Et il y a bien sûr de nombreuses autres possibilités. Je dirais que là, c'est selon la méthode de génération de l'arbre. Il faut savoir qu'ici, j'ai employé des exemples simples par défaut, mais il existe des tas de théories au niveau des arbres. Alors, ça fait appel à des techniques de modélisation mathématique extrêmement poussées, maîtrisées par peu d'individus sur la planète, mais c'est des approches extrêmement intéressantes, extrêmement prometteuses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va faire cette modélisation prédictive? Ne perdons pas de vue ce qu'on cherche, et surtout ne perdons pas de vue le contact avec la réalité. Il ne faut pas que les possibilités offertes par les mathématiques et les statistiques nous masquent la compréhension de la nature profonde des causes ou des choses. C'est les deux termes que j'ai employés dans le titre ici. Des causes ou des choses. Et si on remonte au début de la statistique industrielle, lorsqu'on écoute Walter Shewhart, on voit que il nous parle des causes spéciales et des causes communes. Il nous dit dans un ensemble, dans un phénomène, il y a les points rouges et les points bleus. Vous les voyez sur la carte de contrôle qui est affichée ici. Et en fait, l'approche statistique a beaucoup progressé quand on a su faire la différence entre ces causes qui étaient liées à un événement particulier, cause spéciale, ou les causes qui étaient la variation ordinaire, cause commune.
Alors, en modélisation prédictive, il va aussi falloir éviter les biais cognitifs. Donc, c'est un petit livre qui est écrit par Olivier Sibony. Olivier Sibony, c'est un professeur de stratégie à HEC Paris et il propose de lutter contre ces différents biais qui sont listés ici. Alors, je ne vais pas les détailler, leur passe, mais il propose de lutter en recommandant l'intelligence collective avec des bonnes routines de travail, en évitant aussi, bien sûr, de voir des biais partout ou d'imputer un résultat indésirable à un biais. N'empêche qu'on a des tas de choses trappes, on a des tas d'erreurs qu'on peut faire en analysant les données. Vous voyez, il y a une part qui est faite par, effectivement, les logiciels, le big data, les algorithmes de modélisation, puis après, il y a le retour au monde réel et l'interprétation par l'être humain. Alors, on va employer des logiciels avancés. J'ai cité des exemples. On a donc ici JMP, par exemple, qui peut servir à cela parce qu'il est pratique pour faire un certain nombre de partitions de données, construire des graphes, simuler des choses en temps réel. On a également SPM. J'ai montré tout à l'heure un exemple lié à la consommation d'encre. Autre aspect important, et si vous voulez, on ne peut pas l'ignorer et on est obligé d'en tenir compte, il faut prendre en compte les interactions entre le métier et le système d'information. Ça, je dirais que dans toute analyse de données aujourd'hui, qu'elle soit Six Sigma, Big Data ou modélisation prédictive, il va falloir le faire. En fait, si vous prenez un processus métier, par exemple, vous l'avez ici, on consulte le stock, on passe une demande d'achat, on suit la commande, on met à disposition du demandeur. On voit qu'on a un workflow et qui fait intervenir le logisticien, l'acheteur, l'approvisionneur et à nouveau le logisticien. Bon, ça c'est ce que j'appelle le processus métier. Mais on a aussi un processus système d'information. Pourquoi je parle d'un processus? On pourrait se dire, après tout, le système d'information, il est juste là pour venir instrumenter et faire fonctionner le processus métier. Oui, mais pas tout à fait. Parce que si vous voulez, quand on est là en train d'enregistrer dans un ERP, par exemple, donc un grand logiciel, un gros logiciel, appelez ça comme vous voulez, qui permettent d'enregistrer tout un ensemble de choses qui sont faites, il va y avoir un certain nombre de routines, de règles, etc., qui auront été déclarées dans le RP, qui vont faire que finalement on aura aussi une sorte de deuxième workflow. Alors on espère qu'il est bien coordonné avec le premier, mais qui va se dérouler aussi. Et donc quand on va prendre en compte le workflow, quand on va interpréter les choses, il va falloir tenir compte de cette importance extrêmement grande qui est prise aujourd'hui par le système d'information à l'intérieur des processus métiers. Ça n'est plus seulement un support à des opérations réalisées par des êtres humains, il y a aussi tout un ensemble, toute une logique propre liée au processus du système d'information qu'il va falloir prendre en compte et qui ne facilite pas forcément les choses. Alors, on termine sur un aspect resté éthique. Certains disent la vie privée est déjà morte. Je vous conseille un livre intéressant, La nouvelle servitude volontaire, qui montre comment il va falloir quand même apprendre à se distancier un petit peu sur peut-être ce que font les GAFA et sur les impacts sur la société que ça peut avoir. Je dirais que quand on en vient à la démarche en entreprise, c'est l'objet de ce qu'on traite aujourd'hui. Je ne veux pas faire une réflexion trop généraliste sur ces sujets, mais je dirais que analyser, oui, mais analysons dans le cadre d'une démarche managériale qui soit authentique, dans laquelle je dis ce que je fais et pourquoi, parce que sinon je vais braquer les gens, je ferai une analyse, j'en ferai pas deux. Et puis respectueux, c'est-à-dire je dis ce que je conclus, je fais partager. Moi, je vois aucune démarche durable si on ne respecte pas ces choses-là. Et puis je termine avec une roadmap de modélisation prédictive et je vous laisserai ensuite avec Camille pour les questions. Cette roadmap, je l'énonce de la façon suivante. On collecte les données en prenant toutes les précautions nécessaires. On analyse ces données par les méthodes classiques. On statue sur les insuffisances puisqu'on a vu que parfois le modèle n'était pas suffisant. On construit l'arbre, on le simplifie, on détermine les relations d'influence. Et vous voyez que là, quand on détermine la relation d'influence, il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui est X, qu'est-ce qui est Y. On ne peut pas mettre juste un pot avec toutes les variables. Il faut quand même connaître un petit peu les relations de cause à effet. Et puis, on identifie la solution statistique, donc le jeu de valeur de ces paramètres influents qui va nous permettre d'optimiser les sorties. Voilà, on a tracé les grandes lignes de ce sujet, Six Sigma, Big Data, modélisation prédictive, et je vous laisse maintenant avec Camille qui va poser quelques questions. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette animation.
Alors, on va maintenant passer à la session des questions-réponses. Sachez que vous pouvez toujours les poser via le module de chat si vous en avez, et on essaiera de répondre à tout. Alors, Jean-Louis, j'ai une première question. Une personne qui demande si tu peux réexpliquer la méthode de l'arbre, comment il est construit et ce que représentent les différentes branches et nœuds. Oui, oui, alors comment est construit cet arbre? En fait, cet arbre, c'est on découpe l'espace d'inférence. Donc l'espace d'inférence, c'est l'ensemble de l'espace dans lequel on a tous les x. Alors je vais peut-être revenir sur la diapo si Camille m'y autorise. Ça sera plus simple de parler en ayant les choses sous les yeux. Bon, on le voit un petit peu là, mais je vais revenir à la diapo dans laquelle on le voyait en plus grand. Voilà. Ici, voilà, on a un arbre et cet arbre-là, eh bien, il nous dit que voilà, eh bien, on a un nœud ici, par exemple, je vais figurer ce nœud, la référence client. Ben, ici, on a un certain nombre de clients. Alors, vous voyez, imaginons que ce soit le fameux nœud 63 qui est grossi ici sur la droite. Eh bien, ça signifie que sur ce nœud-là, et donc les sous-nœuds qui sont en dessous, ça correspond à tel et tel client. Et puis après, à un certain moment, eh bien, on va aller le nombre de tours, par exemple. Quel est le nombre de tours que font les rotatifs dans cette imprimerie industrielle? Et donc, ça va être discriminant. C'est-à-dire qu'en dessous de tant de tours, ça va être une certaine consommation avec une moyenne, un écart type, et donc une distance faible entre les situations. Dans un paquet, on peut agréger, il est légitime d'agréger les observations de ce sous-groupe, et puis un autre sous-groupe qui sera, lui, un autre paquet qui correspondra à une autre valeur du nombre de tours. Et donc, on pourra avoir des seuils, vous voyez, et donc on va, d'une certaine façon, pouvoir dire, et en arriver à dire, si je veux obtenir telle et telle valeur de y, eh bien, je sais que dans telle configuration, dans tels intervalles, au pluriel, des différents x, c'est-à-dire facteurs influents, je vais pouvoir obtenir cette consommation, je peux le prédire. Merci Jean-Louis pour ta réponse. Alors ensuite on a une autre question. Alors je pense que je vais mal prononcer mais c'est pas grave. Que pensez-vous sur la méthode de Scheinin par rapport au Six Sigma? Scheinin. Oui, alors, bon, la méthode de Scheinin, c'est une méthode effectivement qui est pratiquée. Je dirais pas que c'est une alternative au Six Sigma, mais c'est vrai que Scheinin, c'était quelqu'un qui a développé des choses extrêmement intéressantes pour suivre les processus qui sont intéressants, bon, qui permettent d'éclairer et d'améliorer le fonctionnement d'un processus. Je dirais pas que c'est une alternative du même degré que Big Data, mais c'est vrai que c'est une approche intéressante. Merci. Alors ensuite, on a une autre question qui s'éloigne un petit peu du sujet, mais une personne qui demande en tant que chef de projet digital, que dois-je maîtriser en Big Data? Alors, que maîtriser en Big Data? Chef de projet digital, c'est effectivement des titres de fonction qui apparaissent aujourd'hui. Il peut y avoir beaucoup de choses derrière la notion de chef de projet digital, parce que selon le degré d'avancement de l'entreprise déjà dans sa démarche digitale, est-ce que c'est quelqu'un, et selon la taille de l'entreprise, est-ce que c'est quelqu'un qui quelque part, accroît simplement le périmètre de l'informatique à l'intérieur d'une PME? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait un boulot spécifique sur des bases de données dans un grand groupe, avec déjà un système d'information qui est constitué avec des données assez abondantes, et qui doit seulement entre guillemets, hein, prendre en compte ces données-là pour les analyser, etc. Je dirais que il faut être en veille sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui le big data, c'est quelque chose qui est tellement bourgeonnant, bouillonnant et en pleine construction, qu'il faut être complètement en veille. Moi je dirais que à un moment donné, bien sûr que ça passe par le fait d'avoir des logiciels. Là, je l'ai cité, je l'ai dit, bon, il y a un moment, il faut avoir des logiciels d'analyse, mais faut pas non plus être forcément complètement restrictif au niveau des logiciels, parce que des logiciels, il en sort toujours. Il y a des solutions d'analyse aussi en ligne qui se font, qui ne sont pas forcément des logiciels qu'on acquiert selon une méthode classique où on les installe sur son PC, mais qui sont des analyses qu'on va pouvoir faire par un site web. Donc je dirais qu'il faut être assez ouvert par rapport à ça. Alors après, on ne peut pas non plus maîtriser tous les vocabulaires, tous les outils, toutes les approches. Il faut bien sûr faire des choix. Merci pour cette réponse.
Alors ensuite, une personne qui demande, donc le big data paraît comme le cœur de toute démarche numérique. Donc les UTL deviennent intéressantes dans un système numérique. La question est donc, la sécurité des données doit-elle être programmée et de quelle phase? Moi, j'ai tendance à penser, bon, je me suis occupé un peu de sécurité de données il y a un certain temps, j'ai tendance à penser, la sécurité, si elle n'est pas construite, dès le début, si elle n'est pas pensée dès le début, c'est pas quelque chose qui se surajoute après coup. Moi, je pense vraiment que bon, la sécurité des données, ça demande une réflexion de fond sur l'usage des données. Après, on est dans un compromis aussi qui est assez et un paradoxe. C'est-à-dire que en fait, on voudrait pouvoir avoir le maximum d'informations, mais en en livrant le moins possible. Donc, il faut bien aussi comprendre que oui, il y a sécurité des données, mais par exemple, qu'est-ce qu'une donnée publique? C'est difficile de répondre à ça et ça touche au sujet qu'on abordait, c'est-à-dire que les données, je citais l'exemple, les données par exemple, je suis allé voir tel site marchand, est-ce que c'est une donnée publique? Est-ce que j'ai envie qu'elle aille se promener partout? Certes, je sais que quelqu'un peut, moyennant peu d'efforts, l'obtenir, mais pour autant, j'ai pas forcément envie de me promener avec cette donnée sur moi, qu'elle soit toujours associée à mon nom. Elle peut l'être, certes, elle peut l'être un acteur qui est allé chercher l'information pour l'avoir. Mais on voit bien les limites quelque part à cette transparence. On en parlait, donc voilà, sécurité, malheureusement, la sécurité devient quelque chose de relatif, c'est-à-dire que certes, les processus bancaires doivent par exemple protéger les actifs, protéger les biens et les personnes, mais protéger les biens et les personnes, protéger les données, est-ce qu'une donnée est un bien? Oui, c'est un bien, c'est le bien de quelqu'un, mais une donnée, on peut, vous le savez bien, c'est le principe de l'informatique, la copier sans l'altérer. Un bien, on le vole, une fois qu'on l'a plus, on l'a plus. Une donnée, elle peut être copiée, utilisée à autre chose, sans qu'elle soit perdue. Donc ça pose des problèmes de sécurité qui sont complexes. Et je veux dire, les solutions, il ne faut pas se cacher derrière les solutions techniques. Oui, il y a des solutions techniques pour assurer la sécurité, mais il faudra bien qu'on définisse quel niveau de sécurité, pour qui, vis-à-vis de quoi, et c'est assez complexe. Merci pour cette réponse. Alors ensuite, une autre question, le Six Sigma va-t-il disparaître sous la pression du big data? Alors, est-ce qu'il va disparaître? À mon avis, non. À mon avis, non, parce qu'ils ont chacun leur champ d'action. Je pense que l'optimisation des processus par une méthode de percée dans un délai court, c'est notre métier, c'est un de nos métiers actuels sur lequel on a beaucoup de demandes et beaucoup de projets avec nos clients. C'est quelque chose qui reste vrai. Les entreprises ont besoin, même s'il y a un big data par ailleurs, les entreprises ont besoin de pouvoir optimiser un processus de production ou un processus support au sein d'une entreprise, mais sur la base d'une analyse de données, d'une analyse rigoureuse, et le Six Sigma garde tout à fait son utilité. Mais je veux dire, ils visent pas les mêmes choses, comme on l'a vu. Très bien, merci. Quel est le conseil le plus important concernant l'analyse de données? Alors, moi, des conseils, j'ai envie d'en donner parce que je suis formateur et donc j'en donne. Et je suis amené à parler très souvent avec les stagiaires, les apprenants sur les données. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment vérifier la qualité des données. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que si je vérifie pas sur le terrain ou au contact du terrain la qualité de mes données, si je ne suis pas capable d'associer des données qualitatives aux données quantitatives, je peux très vite, sur la base d'un jeu de données seulement, euh, tomber, chuter dans les biais, alors les biais que Olivier Sibony signale dans son livre, mais aussi tout un tas de biais assez évident, enfin, à voir, assez évident à comprendre. Par exemple, un biais tout bête, c'est vous avez des données, vous recueillez des données sur le temps de traversée dans un processus, et vous avez dans SAP, par exemple, SAP ou un autre logiciel, l'heurodate, donc heure et date du premier événement, c'est-à-dire le moment où a été enregistrée la commande client, et l'heure et date du moment où a été mis à disposition de la livraison le produit conditionné. Il vous démange fort de faire une soustraction des deux pour avoir le temps de traverser.
ça peut être vrai, la soustraction sera juste arithmétiquement. Mais, si l'enregistrement de la commande, c'est pas fait au moment physique où la commande est arrivée, pour des raisons que l'enregistrement est fait par quelqu'un et que c'est fait en différé, et que à l'autre bout, la sortie, elle n'a pas été faite non plus par une puce RFID, mais elle a été faite quand quelqu'un a déclaré dans un système, il peut y avoir un biais de saisie. Alors certes, on me dira, avec l'Internet des objets, on aura des puces RFID qui à tout moment éviteront toute saisie. Bon, on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, on a encore des biais, on a encore nécessité de vérifier la qualité des données sur le terrain. Merci. Alors là, j'ai une question qui vient d'arriver. Quelles sont les approches ou bien les outils qui peuvent nous aider à utiliser la méthode Six Sigma ou bien celle de Shining? Alors, parce que je trouve... Alors, attendez, excusez-moi, j'essaie de lire, mais... Parce que je trouve que Shining est plus efficace que le Six Sigma, surtout que le Big Data ne devient pas Bug Data. Alors, je ne sais pas si tu as tout compris, mais en gros, la question vraiment, c'est quelles sont les approches ou bien les outils qui peuvent nous aider à utiliser la méthode Six Sigma ou bien celle de Shining. Bon, mais là, il faut si vous voulez, utiliser Shining pour ce que Shining est capable de faire. Nous, on est surtout organisé autour du Six Sigma, qui a été une méthode extrêmement répandue, qui est très demandée aussi par le marché. Shining a une diffusion moins importante, mais ça ne veut pas dire que ce soit pas une méthode valable. Moi, j'ai vu des exemples où effectivement Shining était quelque chose d'intéressant. Mais je dirais, là, il faut examiner, chercher quelle est la méthode la plus appropriée au problème posé. Mais de toute façon, il faut partir du problème posé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, Six Sigma est bien adapté au cas de figure où on dit on veut faire un projet de percée dans un mode collectif avec le DMAIC. Shining est aussi une approche bien connue dans l'industrie, notamment la partie industrielle, et qui a tout à fait son intérêt. Merci beaucoup. J'ai une autre question. À ton avis, la récolte des données est plus efficace à travers les documents circulants ou plus par les acteurs du processus? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut récolter les données. À la limite, si on a redondance de données, c'est-à-dire des infos qui sont à la fois dans des documents et aussi en déclaratif par les personnes, ça peut servir au moins dans un premier temps pour qualifier les données et puis peut-être de temps en temps aussi pour s'assurer qu'on ne s'écarte pas et recaler les systèmes de collecte. Ça peut tout à fait servir d'avoir les deux. Moi, je pense qu'il faut justement, enfin, l'avantage qu'on a aujourd'hui avec des logiciels et des moyens qui se démocratisent, c'est que le coût finalement d'aller analyser, comparer, confronter des données diminue. Donc ça veut dire qu'on est en capacité de traiter plus de données. Mais effectivement, je pense que c'est bien d'utiliser les différentes sources. Comme je disais tout à l'heure aussi, je pense que je reviens là-dessus, mais pour moi, une des choses les plus importantes, c'est vraiment de rapprocher les données quantitatives des données qualitatives de façon à donner du sens et être sûr de bien interpréter les données. Merci. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Donc, décidément. Il y en a pas mal. Hein. Donc, prend-on un raccourci en concluant que la principale différence entre le Six Sigma et le Big Data consiste en l'absence de modélisation recherchée pour le Big Data? Non, c'est pas, je ne dirais pas exactement comme ça. Je crois pas que dans Big Data, il n'y ait pas de modélisation. Il n'y a pas forcément une modélisation explicite avec un modèle et une équation y à f de x. Ceci dit, dans les algorithmes qu'emploient les outils du Big Data, il y a des algorithmes et des formes de modélisation, même si elles ne sont pas explicites à l'initiative de l'utilisateur, elles sont sous-jacentes. Et donc, elles sont là. Donc, non, c'est pas ça. Je crois que, voilà, le big data, le big data, c'est une approche qui est utilisée de manière plus large, qui n'est pas utilisée forcément dans un projet de percée au sein d'une entreprise, sur un processus focalisé sur lequel on a restreint. Vous savez, quand on est en Six Sigma, on restreint le champ
d'application de la méthode avec l'outil qu'on appelle le CIPOC. Je vais un peu sur les termes techniques, mais pour pouvoir focaliser en disant c'est là-dessus qu'on va faire une amélioration. Dans le big data, on va parfois aller prendre des données qui finalement sont pas toutes relatives à un processus très précis. Alors le problème, c'est qu'on risque de faire des constats qui sont un peu diffus, euh, vrais probablement, des constats légitimes, mais qui risquent d'être un peu diffus, et que derrière, le pouvoir d'action sur un champ donné avec une équipe mobilisée qui aura ce pouvoir d'action risque de pas être aussi grand. L'avantage du Six Sigma, c'est qu'on focalise tout ça. C'est ça le principe de la méthode de percée du Six Sigma. Alors, merci. Donc, je vais terminer avec une dernière petite question. Une personne qui indique que, donc, du coup, la méthode Six Sigma lui fait penser à la méthode Mérise. Qu'est-ce que tu en penses? Méthode Meurice, ah oui, la méthode Meurice, c'était une méthode. Alors ça nous ramène à mon jeune temps, hein. Donc c'était une méthode d'analyse des années 70, hein, qui avait été créée pour effectivement développer notamment des schémas conceptuels de données, finalement d'une certaine façon structurer et modéliser des données. Oui, tout à fait. Alors ce qu'il y a, enfin, il y a quelque part des similitudes parce que on est dans le domaine des systèmes de l'information, parce qu'on est dans le domaine de modéliser les relations entre les données. Là, dans la méthode Meurice, souvent, on construisait et on concevait quelque chose en créant des modèles conceptuels, etc. Ici, on est plutôt, je dirais, en a posteriori, c'est-à-dire que dans les approches dont on parle avec le Six Sigma ou avec le Big Data, on prend un jeu de données tels qu'ils sont, dont on ne connaît pas a priori la structure, et cette structure, il n'est pas forcé d'y en avoir une d'ailleurs, il n'y a pas une structure explicite construite par l'homme avant avec un schéma conceptuel. Par contre, on interprète a posteriori les données et on cherche à donner du sens. Super, et ben on a fait du coup le tour de toutes les questions. Donc on va s'arrêter là. Du coup, je vous indique juste les prochaines dates de nos webconférences, avec une webconférence sur élaborer et déployer la stratégie industrielle le 8 novembre, et du coup une autre webconférence 6 décembre sur les outils de base du Lean. Ce sera donc nos dernières webconférences de l'année 2019, et on vous communiquera donc prochainement les prochaines webconférences pour 2020. Voilà, merci Jean-Louis pour cette animation, et merci à tous pour votre attention. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, que ce soit par téléphone ou via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous renseigner. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous, bonne fin de journée, bon week-end.